Salut Damien, Bonjour. Damien, dessinateur chez Maison Amboise. On va voir aujourd'hui le cheminement et l'intégralité du dépôt de permis de construire, cette partie administrative essentielle au démarrage du projet. On va voir tout d'abord qu'est-ce qu'un permis de construire, ensuite qu'est-ce que nous on va mettre en place pour le déposer, et enfin le planning et le temps que va prendre le dépôt de ce permis de construire jusqu'à son obtention. Un permis de construire, c'est une autorisation administrative qui est délivrée essentiellement par la mairie, donc soit le maire, soit un adjoint à l'urbanisme, mais voilà, il n'y a que qui peut nous la délivrer. Qui va nous permettre de rendre réaliste juridiquement le projet qu'on a dessiné avec le client. C'est l'étape primordiale pour attaquer le chantier. Ben oui, c'est une obligation pour de la maison neuve ou pour des agrandissements un peu spécifiques ou assez grands. De toute façon, il y a des règles à respecter. Souvent c'est le PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui a forcément, lui, des règles sur la commune en elle-même ou sur après un plan de zonage de différents quartiers du village ou de la ville. Et chaque règle, voilà, il faut qu'on respecte. En fait, on va avoir sur le PLU toutes les contraintes de distance, de hauteur, de couleur, de débord de toit. Enfin, vraiment, on va décrire l'ensemble des contraintes techniques qu'on va devoir mettre en œuvre sur le projet. Et ce qui est complexe, c'est qu'on va devoir, selon chaque commune, chaque zone, puisqu'il peut y avoir plusieurs zones dans la même commune, adapter les règles en fonction de ces contraintes qui sont données. Quand on est dans une zone plus urbaine, ben on aura le droit de mettre des maisons plus rapprochées. Quand on est dans une zone un peu moins urbanisée, moyenne densité, on va devoir mettre les maisons plus éloignées, voilà, les unes des autres. Et ça permet aussi de protéger le voisinage. Voilà, si on est dans des zones typiquement où il n'y a que des maisons individuelles en R+1, bah, éviter de monter un immeuble et de gâcher la vie à tout le monde, quoi. Le PLU, il est aussi là pour donner une cohérence architecturale à une ville, un village. Justement, c'est qu'effectivement, on ne se passe pas un immeuble de 6 étages au milieu d'une zone pavillonnaire et inversement, des pavillons au milieu d'immeubles qui poseraient problème en termes de densification. Plusieurs choses obligatoires. C'est ce qu'on appelle les feuilles, donc avec un plan de situation, un plan de masse, voire plusieurs plans de masse, qu'on détaillera un petit peu plus tard, un plan de coupe, des élévations, une notice descriptive, une insertion paysagère, et tout ce qui concerne aussi l'environnement, donc c'est un petit plan pour décrire un petit peu la localisation du terrain. En plus de ça, il y aura un CERFA à remplir, avec voilà, plusieurs informations dedans, la superficie de plancher, la zone cadastrale, enfin voilà, pas mal de petites choses à remplir avec. Et en même temps, tout ce qui est études BBio, donc pour la RT 2020, RE 2020. Et nous, ce qu'on demande aussi à tous nos clients, c'est une étude hydrotechnique et une G2 pour l'étude de sol. On va même jusqu'à G2 Pro pour avoir un vrai dimensionnement des fondations, garantir la pérennité du bâti. Là, on n'est plus dans le permis, mais... Mais on la demande quand même en amont. Et l'étude hydro, pour comprendre, c'est la loi sur l'eau a été imposée il y a 6 ans, 2020. Et donc cette loi sur l'eau, elle impose sur les nouvelles constructions à limiter les débits, c'est-à-dire que suite à l'imperméabilisation du sol par la construction, il faut le compenser pour pouvoir soit réinfiltrer à la parcelle comme ça se faisait avant, soit si c'est pas possible, se raccorder au réseau d'eau pluviale pour pouvoir le remettre dans les rivières. Mais l'idée, c'est que cette eau de pluie qui est retenue par la toiture n'arrive pas en même temps que les eaux de pluie des autres maisons, pour pas empirer la situation. Donc on a des cuves de rétention qui sont dimensionnées en fonction des débits de fuite imposés au PLU.
Pour revenir vite fait sur les plans de masse, c'est vrai qu'après on peut avoir des plans de démolition, des plans pour les végétaux, des plans pour tout un tas de choses. Donc voilà, on peut avoir plusieurs plans de masse à intégrer au permis. C'est vrai que les communes demandent de plus en plus de détails, les végétaux notamment. On doit mettre chaque arbre qu'on enlève, décrire par quoi on le remplace, et tout a son importance, les clôtures, les terrasses, enfin voilà, vraiment tout doit être déclaré. On a deux solutions, soit à la mairie directement, donc encore au format papier, ce qu'ils n'aiment pas trop non plus, nous non plus d'ailleurs, ou sinon on a un service en dématérialisation qui est dédié sur chaque commune. Donc, par exemple sur Lyon ça va être Tout de Go, sur le secteur Tarare ça va être la communauté de communes, enfin, voilà, dans le secteur de la Brelle c'est le CIRAP. Donc voilà, on a une plateforme dédiée à ça et c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Effectivement, il y a quelques années, quand on posait un permis, on devait des fois poser 6 ou 7 exemplaires de chaque permis, donc c'est des feuilles A3. Il y a une quinzaine de pages sur chaque dossier, plus les CERFA qui devaient être aussi en 5 ou 6 exemplaires, plus les annexes. On arrivait avec des enveloppes craft remplies qu'on devait signer chaque page en original. Donc effectivement, les plateformes, c'est un vrai gain de temps, et même écologiquement parlant, on passait une quantité de papier phénoménale. Il ne fallait pas souper, quoi. Et ben c'est pareil, ils ont un service instructeur dédié à ça. C'est des gens qui font que du permis, que de l'ADP, qui sont dédiés vraiment à l'instruction pure et dure. Et c'est avec eux d'ailleurs qu'on a une relation pour si on a des pièces complémentaires ou si on a besoin de renseignements. C'est envers eux à qui on se tourne. C'est vrai que les mairies, on dépose en mairie. C'est rare aujourd'hui les mairies qui ont leur service instructeur en interne. Ils préfèrent faire instruire administrativement en externe par des conventions qu'ils ont, soit avec des communautés de communes, soit avec l'accord. Soit c'est le sol, voilà, syndicat de l'Ouest lyonnais. Donc voilà, avant on travaillait avec les DDT, maintenant c'est des services que les communes payent en fait pour instruire les permis, et eux ils ont que la signature, c'est qu'ils valident leur instruction. Mais pour le coup, c'est pas eux qui décident la validité d'un permis. Si, ça nous est déjà arrivé que le maire soit en désaccord aussi avec l'instructeur pour telle et telle raison, je sais pas, un sens de fêtage ou quoi que ce soit. On peut avoir des dérogations du maire. C'est le maire vraiment qui signe l'autorisation. Ouais, donc il y a une instruction et une validation de cette instruction. Et encore, quand on a les bâtiments de France, on a un troisième interlocuteur donc qui va lui aussi apporter ses contraintes. Le plus dur avec les bâtiments de France, c'est qu'on n'a pas des contraintes comme sur un PLU écrites. C'est l'instructeur qui va décider du bon sens et du bon goût du projet. Donc en fonction de chaque instructeur, il peut y avoir des différences notables sur les couleurs, les sens de fêtage, les formes de fenêtres, du volet bois ou pas. Enfin, voilà, il y a plein de... Selon l'instructeur, et les contraintes sont différentes. Et ben, les étapes, déjà, ça va être l'avant-projet. Déjà, le commercial voit on fait une première lecture du PLU avant de commencer à dessiner. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, comme nous, on va dessiner avec le client, souvent, on a un petit peu... on a les envies du client, et puis ça peut glisser. C'est pour ça qu'on repasse par le bureau d'études à chaque fois, pour pouvoir revalider avant chiffrage que la maison puisse bien s'intégrer et respecter toutes les règles. Et puis d'avoir un deuxième avis, c'est bien aussi, parce que du coup, voilà, on peut passer à travers, vu la complexité des PLU, c'est vite fait de se tromper. Donc voilà, un deuxième avis, c'est très bien. Et puis voilà, les visites terrain, quand même, c'est aussi pratique. Ça permet vraiment de visualiser la chose, l'environnement du projet, les contraintes qu'il peut y avoir.
Donc c'est vrai qu'on fait. Donc effectivement, la visite terrain, c'est l'implantation sur le terrain du projet. Pour pouvoir le matérialiser, souvent on met les piquets aux angles de la maison, on prend les photos qui vont permettre d'insérer la vue 3D sur le terrain, dans son environnement. Et on va aussi concrètement mesurer les décalages de niveau. On a un appareil là qui nous permet de voir les différences de niveau à chaque angle et donc d'implanter au mieux la maison par rapport au terrain naturel. Il peut arriver par exemple qu'en lotissement, on ait un terrain naturel qui soit fait avant voirie et on a des décalages. Donc il faut bien vérifier pour être sûr que les accès fonctionnent, bien vérifier sur place avant le dépôt de permis, puisque une fois qu'on a donné une altimétrie au permis, on est obligé de la respecter. On va même, pour être sûr de la respecter, nous, toutes nos implantations vont se faire par un géomètre pour être bon sur les 3 axes X, Y et Z. Donc c'est vraiment très important et aujourd'hui, il y a quelques années, on pouvait trouver une maison sur le cadastre à un endroit et en réalité 5 mètres plus loin. Aujourd'hui, on travaille au centimètre. Puis ça nous est arrivé déjà d'avoir des surprises ou des terrains complètement remblayés. Donc voilà, on se rend compte on a un plan qui a 15 ans, 20 ans, on a eu le cas il n'y a pas longtemps. Effectivement, entre-temps, il y avait de la terre qui a été ramenée. Donc la topographie qu'on a sur le permis, sur le plan, si on ne se déplace pas, en fait l'écart il peut être de 1 mètre, 1 mètre 50. Et ça, c'est un vrai piège. Donc la visite technique, la visite terrain, elle est vraiment indispensable. Et puis ensuite, voilà, nous là c'est plus notre rôle, le BE qui prend le relais, avec toute la formalité du permis, toutes les feuilles, tout le CERFA, les études. Et ensuite, on dépose en démat. Et puis après, on attend 1 mois, généralement 3 semaines, 1 mois pour qu'ils nous fassent un petit retour. Souvent, on a quand même des pièces complémentaires. Malheureusement, on n'est pas parfait. C'est surtout qu'il y a énormément d'éléments, toujours des petites il y a de choses. l'interprétation, il y a... Mais bon, donc, généralement, c'est souvent des petites pièces complémentaires, il n'y a pas trop de complexité derrière. Et voilà, on répond généralement dans la semaine qui suit pour éviter de perdre trop de temps. Et puis voilà. Alors, l'inconvénient quand on a une pièce complémentaire, c'est qu'en fait le délai de 2 mois est prorogé d'autant. C'est comme si on redéposait un nouveau permis en termes de purge de délai, quoi. Et c'est pour ça qu'on se rend compte maintenant qu'un permis, on est plus sur 4 mois d'instruction que sur 2 mois comme il y a 10 ans, quoi. Et non, on ne peut pas attaquer les travaux. Parce que du coup, on a ces fameux 3 mois de recours. Donc 1 mois de recours administratif et 2 mois de recours des tiers. Et ce qui fait que on peut pas attaquer avant. C'est pas possible. Alors pourquoi on ne peut pas attaquer avant? Parce que c'est peut-être important de... C'est-à-dire qu'en fait, le recours des tiers, ça ne veut rien dire, sauf si on sait les conséquences. C'est qu'un voisin auquel apporterait des nuisances votre projet, un concitoyen qui voudrait démontrer qu'on ne respecte pas toutes les règles du PLU peut attaquer le permis, c'est-à-dire attaquer sa validité. Donc il ne va pas vous attaquer vous personnellement, mais il va attaquer l'administration, c'est-à-dire la commune, pour l'obtention de ce permis, et dans le but soit de le faire modifier, soit de le faire annuler. Donc c'est pour ça qu'on ne peut absolument pas démarrer. Et le recours administratif, c'est le préfet ou souvent sous demande de la commune qui se serait trompé à l'instruction du permis ou qui voit arriver des problématiques importantes avec des voisins ou des choses comme ça, qui peut retirer l'autorisation administrative pendant un délai de 3 mois. Alors le risque, c'est si vous achetez, parce que pour attaquer le projet, il faut que vous ayez acheté votre terrain. Si vous avez acheté ce terrain avant d'avoir purgé tous ces recours et que quelqu'un vous attaque, votre terrain que vous venez d'acheter constructible peut devenir inconstructible. Ce qui veut dire que vous avez acheté au prix fort une parcelle de terrain qui va valoir le prix d'un champ de patates. Donc attention, quand on demande de respecter ces délais,
c'est vraiment dans l'intérêt de votre projet et de votre porte-monnaie. Parce que si on ne peut plus faire votre projet et que vous avez déjà acheté le terrain, on est d'accord que déjà, votre banque ne va pas être contente. Je pense que vous aurez des soucis. Mais même vous, ça peut vous coûter très très cher. Et une fois qu'on a, une fois qu'on a reçu notre permis, nous, on commande notre panneau de chantier, et qu'on installe sur le terrain. Donc il faut que ça soit visible de la voie publique, par contre. Et à ce moment-là, nous, on fait passer souvent un huissier de justice, un commissaire de justice, pardon, et voilà, pour la formalité, que le constat soit officiellement et que les délais peuvent courir à ce moment-là. C'est effectivement le constat d'huissier. C'est le seul moyen de preuve réel pour dire que ce panneau a bien été affiché et pendant la durée nécessaire de 2 mois. Du coup, les notaires souvent le précisent aussi au compromis de vente. Légalement, dans l'idéal, c'est 3 passages, un au début, un au milieu et un à la fin. Voilà, c'est ce qui est recommandé. On a des panneaux qui ont la perspective du projet réalisé sur chacun de nos panneaux. Donc ça, c'est un petit plus. Et je trouve que c'est bien d'avoir l'image de ce qu'il va y avoir plus tard. Et pas le panneau, même si on les aime beaucoup, chaussons matériaux. Voilà. Non, sur un panneau, on va retrouver quoi ? Le numéro du permis, la date de délivrance, le nom des clients, le nom de l'architecte, s'il y a architecte, la hauteur aussi de la maison, la superficie de plancher, l'adresse de la mairie. Le petit texte disant que le droit à l'affichage est au recours. Et la superficie du terrain, bien sûr, qui est très importante. Et on a tout dit. Et tout au long du chantier. Voilà. Et comme on a des beaux panneaux, vous pouvez les garder pendant 10 ans. Tant qu'ils ne sont pas décollés, vous pouvez le laisser devant chez vous, c'est beau, ça fait de la pub, on est heureux. La validité, c'est 3 ans, et c'est renouvelable 2 fois 1 an. Voilà. Il faut le faire avant, par contre, que la date butoir soit faite, parce que sinon ça ne marche pas. Mais on a cette possibilité d'avoir un total sur 5 ans. Et pour moi, déjà, c'est le PLU. Le PLU, et je dirais même plus loin, parce que c'est vicieux le PLU, puisqu'aujourd'hui, on a des PLU qui ont 10 ans, sur lesquels il y a eu des révisions PLU. Donc quand on se cantonne, par exemple, on a eu le cas à Saint-Bel, où il y a une révision de PLU qui est au milieu d'une trentaine de pièces téléchargeables. Et dans cette révision de PLU, ils ont modifié la distance séparée. C'est-à-dire que sur le PLU, on a le droit d'être en limite, et dans cette révision, on n'a plus le droit d'être en limite, on doit se tenir à 4 mètres. Donc on avait fait un avant-projet avec une maison en limite. On a raté cette révision de PLU et heureusement on avait fait un rendez-vous en mairie pour présenter le dossier avant dépôt et ils nous ont dit stop, là ça va pas y aller. Donc on a pu changer et déposer le permis juste qu'on a obtenu sans problème, mais voilà, il y a ces petits pièges. Et là on a de plus en plus aussi dans les centres-bourgs des OAP. Donc en plus des PLU, il faut bien aller vérifier qu'on n'a pas des OAP, orientation d'aménagement prioritaire, des souhaits de la commune, avec des cheminements piétons, avec des distances différentes, avec un nombre minimum de maisons à l'hectare, avec des arbres, des clôtures, des typologies d'arbres, typologies de clôtures, ça peut être très varié et très surprenant. Donc vraiment, il faut bien en prendre compte avant de commencer. Et puis je pense aussi tout ce qui est les attestations thermiques, je ne sais pas si vraiment ça vient naturellement de la demander, tu vois. L'étude hydro, je ne suis pas sûr que ça vienne naturellement aussi. Y a nous on le sait, donc effectivement on les anticipe, mais... je pense que le particulier qui veut se lancer tout seul, je pense que s'il ne se fait pas conseiller en amont, ou qu'il ne va pas voir la mairie avant, ou... S'il ne sait pas tout ça, de toute façon, il se refera caler, quoi. Mais oui, il y a pas mal de petites choses à savoir
qui peuvent être bloquants, quoi. Et nous, en fait, dès qu'on obtient le permis de construire, on va demander de faire la mise au point, donc la map, hein, c'est-à-dire qu'on va démarrer vraiment la partie technique avec le choix définitif des matériaux de construction, avec les couleurs des poignées de porte, avec les types de portes, avec enfin voilà, tous ces petits détails, bien les arrêter pour que en fait, pendant ce temps mort de recours, on puisse anticiper les commandes, les parties techniques, vraiment figer l'ensemble parce qu'en fait ça va vraiment jouer sur le délai de construction. Quand on a un chantier sur lequel on est calé, vous vous êtes posé les questions pendant ce temps-là et qu'on démarre et qu'il n'y a pas de modification, on peut gagner la moitié du temps presque par rapport à un chantier où on a des changements, on a des adaptations. Ça va forcément et arrêter le chantier et générer de nouvelles commandes. Les commandes, c'est assez long, on est dans des périodes où il n'y a pas de stock, très peu. Donc si par exemple il y a une fenêtre qui change, on est entre 8 et 10 semaines de délai. On va vraiment créer un trou dans le planning du chantier, quoi. Oui, et puis bon, après, ils ont quand même la possibilité, voilà, comme tu dis, de choisir le carrelage, choisir la faïence, choisir leur meuble de salle de bain, Robinetterie. la robinetterie, le plan de cuisine, parce que du coup, nous, il nous le faut aussi le jour où on fait la mise au point technique. Donc voilà, ils ont déjà des petites étapes à avoir et finalement, les 3 mois, ça peut passer assez vite quand même. Ça passe assez vite et puis surtout de ne pas le faire à ce moment-là et commencer à se poser les questions le jour où on démarre. Mais on peut passer d'un chantier qui peut durer 8 mois à 14, 15 mois pour la même maison, selon l'investissement au moment où on va le mettre. Donc vraiment, ce temps mort, il faut s'en servir pour anticiper tous les choix. Alors, pour obtenir son permis, quand on va déposer le permis, on a 1 mois pour avoir des pièces complémentaires. Ensuite, quand on reçoit ces pièces complémentaires, qu'on les redépose, on va dire sous 15 jours, on aura 2 mois d'attente avant d'obtenir la validation. Enfin, on obtient l'autorisation administrative sur lequel on ne peut toujours pas bouger. On va venir attendre donc 3 mois. Donc 3 mois, c'est le recours administratif. Au milieu va se purger le recours des tiers avec l'affichage du panneau. Et à ce moment-là, vous pouvez acheter le terrain. Et si on a bien travaillé sa mise au point, on peut démarrer entre 15 jours, 3 semaines après, quoi. Voire le jour même, mais ça tient du miracle.